Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand Format. Aujourd'hui, une conférence donnée par Nicole Vray au Temple protestant de Nantes le 16 janvier 2021 sur Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, épouse du roi de Navarre, mère de Jeanne d'Albret et grand-mère d'Henri IV. Marguerite de Navarre est célèbre pour son œuvre littéraire. Il ne faut cependant pas oublier son rôle politique, sa quête spirituelle, sa promiscuité de la réforme protestante qu'elle comprenait, mais à laquelle elle ne se convertira pas, restée fidèle à l'Église catholique. Nicole Vray, quant à elle, enseigne l'histoire moderne, l'histoire des civilisations anciennes, ainsi que l'hébreu à l'Université permanente de Nantes. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, dont un sur Marguerite de Navarre, aux éditions Ampélos. Durant l'exposé, quelques portraits ont été montrés, notamment celui figurant sur la couverture de ce livre. Nous écoutons. Marguerite. Certains m'ont dit Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre, mais c'est la femme d'Henri IV. Elle s'appelait aussi Marguerite de Navarre, Margot, puisqu'elle était l'épouse d'Henri IV. Non. Marguerite de Navarre, c'est la sœur de François Ier. Mais il est exact qu'elle s'est appelée d'abord, et on va le revoir, Marguerite d'Angoulême, ensuite Marguerite d'Alençon, ensuite princesse de France, ensuite Marguerite de Navarre. Alors, on va décliner au fur et à mesure du propos les dates auxquelles elle est devenue Marguerite d'Alençon, de Navarre, etc. Mais si vous voulez, pour faire facile et, j'allais dire, familier, mais dans le bon sens, pour nous, elle sera Marguerite. Voilà, première chose. Donc, Marguerite, elle est née, vous le savez, sans doute, je répète, je vous fais l'affront, tant pis, 1492. 1492, sa mère est Louise de Savoie, dont on va beaucoup reparler tout à l'heure, son père, Charles d'Angoulême, et les enfants n'arrivent pas. Pas d'enfants pendant plusieurs années. Et finalement, 1492, Marguerite est née à la déception des parents et surtout de Louise qui attendait un garçon. Bon, le garçon arrive 2 ans après, donc 94, et on va l'appeler François. Pourquoi ? Parce que sa mère, Louise, voulait tellement un garçon, elle avait multiplié les prières, les pèlerinages, etc. Et elle avait rencontré François de Sales qui lui avait dit « Vous aurez un garçon et il aura un destin prestigieux, etc. » Donc elle l'a appelé François, en souvenir de cette prophétie, si j'ose dire. Donc Marguerite et François, alors elle est née à Angoulême. Voilà pourquoi Marguerite d'Angoulême. Tandis que François, lui, est né à Cognac. Je ne sais pas si vous avez vu Angoulême et Cognac. Angoulême, le château où elle est née, est à présent l'hôtel de ville. Vous connaissez peut-être, vous y êtes peut-être allé, voilà, superbe château. Mais bon, maintenant c'est l'hôtel de ville, donc on ne peut plus trop le visiter, sauf visite très spéciale. Et puis Cognac, il ne reste pas grand-chose du château de Cognac, mais vous pouvez quand même voir, en particulier le parvis Louise de Savoie, et François est né là. Tout paraît aller bien, mais ça ne dure que 4 ans. Pourquoi ? Parce que 4 ans après, le père meurt, Charles d'Angoulême meurt, et c'est le même portrait que tout à l'heure. Je vous ferai remarquer que ce portrait qui a été choisi par l'éditeur et moi-même pour la couverture du livre est très joli. Parce que très souvent, on la représente, vous savez, âgée, avec son voile noir, on va voir pourquoi le voile noir, etc. Alors que là, d'abord, elle est jolie, le tableau est frais, lumineux, avec son joli perroquet, donc on avait choisi ce portrait plutôt que l'autre qui est beaucoup plus connu, c'est vrai, mais celui-là nous avait paru plus joyeux. Voilà François, mais lui, on le connaît par cœur, le même nez, hein, François et Marguerite, hein, le même long nez. Et donc, à Cognac et à Angoulême, il y a encore des souvenirs de ces deux êtres quand même assez exceptionnels.
Et puis, je vous le disais, le père meurt 4 ans après, et Louise de Savoie va rester seule avec ses deux... Elle ne se remariera pas. Elle va rester seule avec ses 2 enfants, et elle va intituler elle-même et ses 2 enfants, elle va s'intituler la Trinité. Ça n'est pas rien comme mot, comme symbole, si vous voulez, d'une part. Et d'autre part, elle aura une devise que vous connaissez peut-être, Liberis et Libris, des livres et des enfants. Les enfants, j'allais dire, on peut comprendre, elle aime ses enfants, bon, mais des livres. Parce que Louise de Savoie, il faut beaucoup insister là-dessus, parce que ça va expliquer le rôle de Marguerite et de François sur l'humanisme de l'époque. Louise de Savoie est très cultivée, Charles le père aussi d'ailleurs, et ce sont les humanistes, vous savez, de ce début du XVIe siècle, qui lisent le grec, le latin, pour certains l'hébreu, etc. Voilà, les philosophes, on a les bibliothèques, c'était voilà, des gens pour qui le livre et l'instruction étaient importants. Et souvenez-vous, je l'ai souvent dit, pardon pour ceux qui l'ont entendu, je le répète, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, et puis pour ceux qui ont oublié, la différence entre éducation et instruction. Éducation, c'est le savoir-vivre, vivre dehors. L'éducation d'une petite princesse ou d'un petit prince, voilà, c'est les mêmes que tous les petits princes et les petites princesses de l'époque. Et l'instruction, c'est différent. L'instruction, c'est l'architecture de l'esprit, c'est la connaissance, c'est la culture. Et là, ça va dépendre des milieux, et même dans les milieux nobles. Mais justement, Louise de Savoie, elle, fait partie de ces milieux où les femmes en particulier, étaient savantes, étaient très instruites et transmettaient l'instruction. Et déjà, en amont, par exemple, Anne de Beaujeu, voilà, de la même famille, vous rechercherez, Anne de Beaujeu, déjà, parce qu'on parle toujours de Christine de Pisan, ce qui est exact, bien sûr, mais Christine de Pisan, voilà, il n'y avait pas que Christine de Pisan, il y avait bien d'autres femmes qui étaient très, très cultivées. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on va y revenir tout au long de ce moment. Et puis voilà, Marguerite grandit, il est grand temps de la marier, bien sûr. Les mariages sont toujours des affaires d'alliance, comme vous savez, voilà. Donc on va la fiancer à Henri VIII d'Angleterre, que vous connaissez, bien sûr. Ça marche pas. On va la fiancer au roi de Naples, vous le connaissez moins, mais voilà, ça marche pas non plus. On va la fiancer à Christian du Danemark, et là non plus, l'alliance ne se fera pas. Et puis finalement, pour des questions toujours de territoire et de prestige, on va choisir, quoi qu'elle pense et quoi que le jeune homme pense, on va choisir Charles d'Alençon. Charles d'Alençon, et donc ils ont à peu près le même âge. Quand ils vont se marier en 1509, elle aura 17 ans et lui 20, tout va bien. Il est bon, il est généreux, mais il n'est pas aussi cultivé qu'elle. Voilà. Il n'a pas sa connaissance humaniste. C'est un militaire, qui mourra d'ailleurs à la guerre. C'est un militaire, mais voilà, ce n'est pas un rustre, si vous voulez. Hein, voilà. Donc, mariage en 1509. Et là, je voudrais parler de quelqu'un dont on ne parle pas souvent. Et moi, je me plais à parler d'elle. C'est sa belle-mère. La belle-fille va bien aimer la belle-mère et réciproquement. Voilà, donc on peut insister sur ce fait. Tout d'abord parce que peut-être les méchantes langues vont dire que c'est rare, je ne sais pas, voilà. Et surtout parce que cette belle-mère, c'est Marguerite de Lorraine. Et Marguerite de Lorraine, elle a eu une importance considérable sur Marguerite, notre Marguerite, elle s'appelle toute Marguerite. Vous savez, au XVIe siècle, on est très embêtés parce qu'elle s'appelle toute Marguerite, Catherine, Anne. Et les garçons s'appellent Henri, Charles, François. Voilà. C'est toujours très compliqué quand on écrit une biographie. Alors voilà le château d'Alençon, que vous connaissez peut-être, d'aspect un peu sévère, un peu massif. Et on va se dire que Marguerite, qui quitte la cour, qui quitte une vie brillante et colorée, et voilà, va se retrouver à Alençon au XVIe siècle, pas très drôle, hein, ouais,
Mais bon, dans un château médiéval qui ne pousse pas toujours au fou rire immédiatement, eh bien non, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer précisément grâce à Marguerite de Lorraine, sa belle-mère, avec qui elle va très bien s'entendre et qui va être une femme importante. Alors j'en parle parce qu'elle est morte en 1521. Elle a été béatifiée en 1921 et nous sommes en 2021. Donc normalement, cette année devrait avoir lieu en ce moment, de grandes commémorations, expositions, conférences, etc. Tout ce qu'on fait dans ces moments de commémoration, eh bien, rien n'a lieu. Rien n'a lieu. Cependant, il est toujours intéressant de célébrer une commémoration Pourquoi ? Parce qu'on retravaille. Les historiens se replongent dans les sources, dans les archives, voilà. Et on trouve toujours quelque chose. On sait lire, il faut en profiter, on trouve toujours quelque chose. Et justement, pour Marguerite de Lorraine, que vont-ils trouver ? C'est très intéressant parce que jusque-là, on est en 2021, on va dire jusqu'en 2020 ou 2015, j'en sais rien, voilà. Jusqu'au moment où les historiens se sont repenchés sur son cas, si j'ose dire, on n'avait pour Marguerite de Lorraine que des hagiographies par des clercs et par l'Église. Car elle a été béatifiée, je vous l'ai dit, donc elle a été considérée comme une sainte, elle a créé des couvents, etc. Les pauvres étaient ses seigneurs, elle appelait les pauvres et les malades ses seigneurs. Voyez ? Donc voilà, hagiographie très belle, tout va bien. Et voilà que, toujours se méfier quand tout va bien et qu'on creuse un peu et qu'on cherche, eh bien, les historiens se sont penchés sur les sources à Aix de son grand-père, que vous connaissez, le bon roi René d'Anjou, et ils ont retrouvé des sources parlant de Marguerite de Lorraine. Voilà. Bonne, généreuse, soit, mais d'un caractère. Alors là, petit coup de patte quand même, parce que quand les femmes ont du caractère, elles ont du caractère et ça ne plaît pas toujours. Et quand un homme a du caractère, c'est magnifique. Alors elle, surtout au XVIe siècle, et pour faire tout ce qu'elle a fait, parce que j'oublie de vous dire que quand elle a hérité du duché d'Alençon, elle était ruinée et qu'elle a tout relevé et qu'elle a payé même de la vente de ses bijoux pour aider à la reconstruction du duché, il fallait avoir une belle personnalité. Donc voilà ce que je voulais vous dire de Marguerite de Lorraine, dont la commémoration ne peut pas avoir lieu en ce moment, mais qui a permis de retravailler ce personnage. Et c'est aussi pour faire un coup de chapeau aux historiens, si vous voulez, qui retrouvent toujours d'autres sources d'études. Alors donc, voilà, tout va bien, elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Elle n'aura pas d'enfant, c'est son grand chagrin. Elle n'aura pas d'enfant, mais elle s'occupera beaucoup, j'allais dire, d'autres enfants, c'est-à-dire Claude de France. Vous savez, Claude de France, bon. Claude de France, qui va épouser François d'Angoulême, qui n'est pas encore François Ier, et Claude de France a une petite sœur, la connaissez-vous, Renée de France. Personne ne connaît Renée de France ou mal, ou méconnu, et Renée de France a eu une très grosse influence et importance dans l'histoire de France et l'histoire de la Réforme. Bon, eh bien, elle va s'occuper quand Anne de Bretagne meurt, parce qu'Anne de Bretagne, leur mère, vous vous souvenez, et le père Louis XII. Non, mais je rappelle. Quand Anne de Bretagne meurt en janvier 14, le 9 janvier 14, c'est Marguerite qui va s'occuper de la petite, de sa petite nièce. De même, elle va s'occuper lorsque Claude de France va mourir. Vous savez, elle va avoir des couches successives jusqu'à l'âge de 25 ou 26 ans et elle meurt en couche. Et la petite dernière s'appelle aussi Marguerite et elle va s'occuper de cette petite fille qui reste orpheline de mère très, très tôt. Et puis, elle va s'occuper, nous sommes à Nantes, vous connaissez Blain, qui n'est pas très loin, le fief des Rohan-Chabot plus tard, bon, eh bien, elle s'est beaucoup occupée, on dit Rohan, elle les appelait Rouen, elle s'est beaucoup occupée des petits Rouen, disait-elle. Vous voyez, elle a été très maternelle. On reviendra sur cet aspect de sa personnalité. Et puis donc, voilà, on arrive 1514, donc la mort de Anne de Bretagne et Renée de France dont elle va s'occuper, et 1515.
Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Nicole Vray nous raconte Marguerite de Navarre. 1515, là, il y a des dates qui résonnent comme ça, tout le monde est très content, et tout le monde se lève en disant 1515 Marignan, et tout le monde est très content. Alors, Marignan, hurrah, alléluia, Marignan. Eh bien, écoutez, je suis désolée, mais l'histoire ne dit pas que des choses joyeuses. Marignan est vous savez, en histoire, on a l'habitude de dire, il y a, la vérité historique, très bien, les sources, les archives, bon, très bien. Et puis, il y a les mystères de l'histoire. Des choses, encore aujourd'hui, qu'on ne sait pas. Bon. Il y a les erreurs de l'histoire, pour différentes raisons, et puis un jour, on sait qu'il y a une erreur, et on corrige. Et puis, il y a les mensonges d'État, là, des wagons. Marignan n'est ni un mystère, ni un mensonge, ni une erreur. Je dirais, c'est un leurre. C'est-à-dire que François Ier a été vainqueur. Oui, d'accord, il était vainqueur. Disons, pour faire vrai, qu'il a fait partie des vainqueurs. Et les vrais vainqueurs, qui c'est ? C'est pas les Français, c'est pas François Ier, ce sont les Vénitiens. Sans les Vénitiens, c'était l'échec. Mais, comme il fait partie des vainqueurs, et qu'il a cette aura, et voilà, il va être celui qui, le tout soutenu par évidemment Louise de Savoie et Marguerite, sa sœur. Voyez, j'insiste là-dessus parce que tout à l'heure on va parler de Pavie et ce sera moins drôle. Donc Marignan. Après Marignan en 15, vous avez 1516. Ah oui, évidemment, l'année d'après, c'est facile à retenir, ok. Mais que s'est-il passé ? Il s'est passé la signature du Concordat de Bologne. Et cette signature du Concordat de Bologne, qu'il ne faut jamais oublier, pourquoi ? Parce que François Ier, j'allais dire, adopte la majesté et surtout les pouvoirs de la papauté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il devient en France roi monarchique et roi d'église. Il devient chef civil et religieux. C'est d'autant plus grave que il va... C'est facile à dire 500 ans après, bien sûr, mais quand on sait que l'année d'après, 1517, oui, décidément, on suit bien, hein, 15, 16, 17, voilà. En 1517, c'est quoi ? Luther qui fait ce schisme, qui fait basculer la chrétienté, qui avait déjà basculé entre Est et Ouest avec l'orthodoxie, et là, elle va basculer entre Nord et Sud, entre le protestantisme, la réforme, et le catholicisme. Et là, on va s'apercevoir que justement, ce concordat de Bologne de 1516 va coincer la France, si j'ose dire, entre le Nord, évidemment, et le Sud, c'est-à-dire tous les pays luthériens et les pays latins restés catholiques. Et les conséquences seront, à moyen et long terme, les guerres de religion. Donc vous voyez, et dans toutes ces dates, vous me direz, et Marguerite ? Mais Marguerite, elle est là. Elle adore son frère. C'est un couple, comme on dirait, fusionnel entre frères et sœurs. Fusionnel à trois avec la mère. Hein. La Trinité, n'oubliez pas. Bon. Mais entre frères et sœurs, c'est vraiment un attachement très profond. Et cependant, il y a quand même des différences de comportement, soit, mais surtout de raisonnement et d'analyse en profondeur des faits. J'explique. Je vous ai dit que humanisme, vous savez, l'humanisme, on ne va pas répéter les définitions, les philosophes anciens, etc. Et puis les lettres, les langues, on l'a vu. Marguerite est dans ce bain, grâce à sa mère. Son frère aussi, mais moins. Disons qu'il suit sa sœur, là. Mais surtout, du point de vue spirituel, tout à l'heure, souvenez-vous, nous avons parlé de Marguerite de Lorraine et de sa piété, et que Marguerite, la nôtre, s'était bien entendue avec sa belle-mère. Et déjà, quand on lit les relations entre Marguerite de Lorraine et la nôtre, Marguerite, on sent que Marguerite, la nôtre, est attirée par cette piété,
Vous voyez, elle est attirée par cette quête religieuse, spirituelle qui entoure sa belle-mère. Et sa belle-mère, morte donc en 21, eh bien, Marguerite d'Angoulême va poursuivre sa quête et elle va même être à l'origine et faire partie de ce que nous appelons le Cénacle de mots. Vous vous souvenez ? Le Cénacle de mots, Cénacle, groupe de mots, mot qui a toujours bougé, que ce soit en métier, c'est une ville d'artisans, ou en idées, et particulièrement spirituelles. Ce Cénacle de mots, c'est un groupe qui réunit les humanistes, dont Érasme, dont Lefebvre d'Étaples, etc., tous ces noms que vous connaissez, et qui vont travailler à une forme d'évangélisation. Attention, de nos jours, on dit, les gens se trompent d'ailleurs, ils disent les évangélistes. Non, non, non. De nos jours, ce sont les évangéliques. S'il vous plaît, ne vous trompez plus, mais vous ne vous trompez jamais, mais diffusez-le autour de vous. Il n'y a que 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les autres sont des évangéliques. Seulement au XVIe siècle, en 1521-25, on va parler des évangélistes du Cénacle de mots. Mais c'est très particulier et ça ne dure que ce temps-là. Alors que font-ils à Meaux ? Eh bien, ils vont étudier Luther, Calvin, les commentaires, les réformateurs. Ils vont traduire la Bible. François Ier laisse faire pourvu que sa sœur paye l'impression, elle paiera. Voilà. Mais il ne s'oppose pas. Jusque-là, il ne s'oppose pas. Disons qu'il laisse faire. Je dirais que ça ne le dérange pas. Quoique, mais bon, pour l'instant, ça va. Donc, ce Cénacle de mots est aussi dirigé par quelqu'un qui s'appelle Guillaume Brissonnet. Guillaume Brissonnet, que le grand historien Pierre Chenu, dont vous avez peut-être lu les excellents ouvrages, Pierre Chenu a dit, c'est l'homme de la pré-réforme, de la réforme et de la contre-réforme. Pourquoi ? Parce que Guillaume Brissonnet a été, dans ce Cénacle de mots, celui qui poussait à, peut-être, sans doute pas se convertir, mais au moins adhérer aux idées évangéliques, c'est-à-dire retourner à la lettre et à l'enseignement du Nouveau Testament. Donc, pré-réforme. Et puis l'homme de la réforme, parce qu'il va adhérer à ces idées, et il va développer ce Cénacle de mots dans cet esprit, avec Marguerite de Navarre et les autres. Et puis, l'homme de la contre-réforme, pourquoi ? Parce qu'après 1525, nous allons y venir, le Cénacle de mots est annulé, détruit. Et là, autant Marguerite de Navarre et les autres vont rester proches des évangéliques, autant lui, Guillaume Brissonnet, va rentrer, entre guillemets, va retourner dans le sein de l'Église catholique, donc l'homme de la contre-réforme. Voilà pourquoi Guillaume Brissonnet a une très grande importance. Et pour Marguerite de Navarre, ce sont à peu près plus de 120 lettres qu'ils se sont échangées en 5 ans. Vous faites le compte par mois et par jour, combien de lettres s'écrivait-il ? Et puis, je viens de parler de la fin du Cénacle de mots en 1525. 1525 est une année terrible. C'est un tournant pour l'histoire de France et pour l'histoire de Marguerite. Autant 1515, Alléluia, Marignan, autant 1525, Pavie. Pavie, l'échec frontal, l'échec redoutable, la honte. Vous savez, tout est perdu, fort l'honneur, écrit-il à sa mère, parce que il tombe de cheval, il est fait prisonnier. Et alors, pourquoi ? Tout à l'heure, je vous ai dit, Marignan et Pavie l'inverse. Et parce qu'à Pavie, il est tout seul. Il n'y a plus les Vénitiens. Donc, il va combattre seul, sans l'aide des Vénitiens et de leur artillerie. Et donc, les Espagnols, qui eux sont largement armés, vont battre l'armée française, pour faire vite. En tous les cas, 1525, le roi est fait prisonnier, ce qui est extrêmement rare. Il est emmené, vous vous souvenez peut-être, à Madrid,
Là, il va être emprisonné. Et là, Marguerite, sa sœur, va avoir un rôle considérable car elle va aller jusqu'à Madrid pour négocier la libération de son frère avec Charles Quint. Échec, elle n'y arrivera pas, mais elle a beaucoup œuvré pour la libération de son frère. Un an après, c'est le traité de Madrid. Pendant ce temps-là, Charles d'Alençon, le mari de Marguerite, meurt. Il va mourir en France, mais il meurt des suites de la guerre. Donc en 1526, c'est le traité de Madrid. Et dans ce traité de Madrid, peut-être vous souvenez-vous que dans les clauses, il y a une rançon extraordinaire. Bon, ça, j'allais dire, c'est normal. Il y a un mariage. François Ier est la sœur de Charles Quint. J'allais dire, c'est normal aussi. Mais il y a surtout les 2 enfants de François Ier, François et Henri, le futur Henri II, le petit François qui mourra vite après, et Henri II qui ne s'en remettra jamais. Ce sont des enfants qui, à l'époque, vous vérifierez, mais quelque chose comme 6 ou 7 ans ou 8 ans, et qui vont énormément souffrir de cette détention qu'ils vont subir plusieurs années. Et en France, pendant ce temps-là, je vous l'ai dit, fin du cénacle de Meaux. Parce que ce cénacle de Meaux dérangeait toute l'Église, dérangeait la Sorbonne, dérangeait les théologiens. Et on a profité, entre guillemets, on a saisi l'occasion de l'absence du roi prisonnier à Madrid pour décider, je dirais, décider le cénacle de Meaux à se disperser. Et quand le roi rentre en France, évidemment, c'est la fin du cénacle. Vous voyez que c'était très important parce qu'en même temps, il y a quand même des affaires de censure qui démarrent déjà, des affaires les premières censures tombent. On veut même interdire aux imprimeurs d'imprimer. Voilà. Donc c'est quand même, je vous dis, cette année 25-26 est importante. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Nicole Vray nous raconte Marguerite de Navarre. 1527, les choses se sont calmées. Marguerite était veuve, la nôtre, Marguerite d'Alençon, donc. Entre-temps, elle était devenue princesse de France. Excusez-moi, j'ai passé l'épisode où quand son frère est roi, elle est princesse de France. Vous voyez ? Donc, Marguerite d'Angoulême, qui était devenue Marguerite d'Alençon, devenue princesse de France par l'arrivée au trône de son frère, et voilà, là, elle est veuve, il faut la remarier. Alors, elle va se remarier, elle se remarie avec Henri d'Albret. Albret, ça sonne, ça résonne, les Albrets, voilà, elle va épouser Henri II d'Albret, et qui est roi de Navarre. Alors, j'en profite pour vous montrer, voilà, cette Navarre et le Béarn et la Navarre, c'est cette région impossible, improbable entre la France et l'Espagne que tout le monde s'arrache, les Espagnols et les Français. Pourquoi ? Parce que chacun d'eux, et la France et l'Espagne, veut récupérer l'autre partie, parce qu'il y a la Navarre espagnole et la Navarre française. Donc chacun d'eux veut récupérer l'autre moitié, vous voyez. Et donc vous aurez plusieurs alliances. Là, vous aurez Marguerite et puis Henri d'Albret. Plus tard, vous aurez Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, etc. Il y a déjà eu en amont, je vous ai parlé de Blain et les Rohan, il y a eu Isabeau d'Albret et René de Rohan. Vous voyez, on a toujours essayé à la cour et même ailleurs de se rapprocher de cette Navarre pour concurrencer l'Espagnol. Donc elle va épouser ce Henri II d'Albret, qui est un bel homme, qui est aussi cultivé et savant et érudit que Marguerite. On va l'appeler Marguerite de Navarre maintenant, puisque ça y est, elle est reine de Navarre. C'est un ami de François Ier. Il était à Pavie avec lui. Il avait réussi à s'enfuir. Il avait été fait prisonnier. Il avait réussi à s'enfuir. Il est d'une grande culture. Enfin, tout va bien. Et il se marie en 1527. Et en 1528 va naître quelqu'un que vous connaissez. Alors, Pau, évidemment, Pau. Voilà, Jeanne.
Jeanne d'Albret, qui sera Jeanne III d'Albret, puisqu'il n'y a pas de loi salique en Navarre. Elle succédera à son père et elle sera Jeanne III d'Albret. Et Jeanne, on parle d'elle parce que ce sera aussi une partie de ma conclusion. Elle sera aussi humaniste, cultivée et savante que sa mère. Belle personnalité, parfois sévère, mais avec une vie qui a été compliquée, difficile, et où elle aura beaucoup souffert. Et pendant ce temps-là, Marguerite, qui a donc donné naissance à sa petite Jeanne, continue dans ses idées qu'on va appeler hérétiques. Elle continue à lire la Bible en français, elle va écouter des prédications qu'on appelle à la luthérienne, c'est-à-dire que la prédication est un véritable enseignement, elle a les critiques de tout le monde, et les choses vont s'envenimer quand elle va soutenir des suspects et des bientôt condamnés au bûcher. Je cite là, par exemple, Augereau, qui a été son libraire-éditeur, on était les deux à l'époque, ou Berquin, dont vous avez peut-être entendu parler. Augereau sera pendu, Berquin sera brûlé. Et voilà, et donc elle continue comme elle le peut depuis la Navarre à aider. C'est quoi? C'est courageux, c'est jusqu'au boutiste, non pas de la réforme, mais des impressions des livres, vous comprenez? Ce ne sont pas des gens qui prennent les armes et qui vont attaquer, non, pas du tout, ils veulent juste imprimer des livres. Ils veulent juste imprimer des livres qui disent autre chose que ce que l'Église catholique disait à l'époque, et puis c'est interdit. Alors la censure continue, la censure tombe, voilà. Et puis, en 1530, je vous ai beaucoup parlé de l'influence de Marguerite sur François, son frère. Là, l'influence, c'est le collège. Vous savez, le collège royal, qui est aujourd'hui le collège de France, que vous connaissez tous, voilà. Et donc, il y avait déjà un collège de lecteurs, il y avait déjà des lecteurs qui donnaient quelques conférences. Et, voilà. Et là, elle va faire ouvrir d'autres chaires, C-H-A-I-R-E, voilà, d'autres chaires d'enseignement, dont l'hébreu, il y avait déjà le latin, oui, ça d'accord. Mais l'hébreu, c'était plus compliqué. Elle va le faire ouvrir, et ce collège royal va être un des lieux. François Ier aussi est d'accord, il laisse faire. Du point de vue, si vous voulez, du point de vue humanisme, François Ier, Chambord, Léonard de Vinci, non, nous sommes d'accord. Humanisme, art, beaux-arts, architecture, etc., tout va bien. C'est au niveau politique que, voilà, on va continuer là-dessus, parce que Marguerite se rend très bien compte. Je vous ai parlé de couple fusionnel entre frères et sœurs, et ce couple fusionnel va avoir quelques petites failles avec ce qui va se passer, par exemple, en 34. Avant 34, on a 31, la mort de Louise de Savoie. La Trinité n'est plus. La mère est morte, reste le frère et la sœur. 34, c'est, souvenez-vous, l'affaire des placards. Les placards, c'est ce qu'on affiche, on placarde. Ce sont ces affiches anti-papistes, anti-Église catholique, une virulence extrémiste, qui vont mettre le feu aux poudres, c'est-à-dire qu'on va placarder ces affiches partout dans le royaume, y compris sur la porte de la chambre du roi à Amboise. Et là, vous voyez comme les choses s'articulent. On retrouve le Concordat de Bologne, 1516, on est en 34. La France est enserrée et coincée entre la Réforme et le catholicisme. Et le roi qui a signé ce Concordat, mais qu'est-ce qu'il fait? Il choisit l'Église catholique. C'est logique. Certains jeunes diraient il fait le job. On m'a dit ça un jour en cours. Il a fait le job. Ben oui, il a signé ce Concordat, et il est pas prisonnier, mais il est signataire du Concordat. Donc, il va, parce que cette affaire des placards est énorme, elle a un retentissement énorme dans le royaume. Bon. Et là, il faut que le roi prenne parti. Il prend parti de l'Église catholique, et ça va être en octobre 34, et ensuite, ça va être
la première grande répression organisée dans le royaume, le premier exil des premiers huguenots, la première grande, en gros, les prémices des guerres de religion. Quand on reprend la chronologie, en remontant, les guerres de religion commencent même avant, mais 34 est une date forte pour le début de ces hostilités. Et c'est là, je vous disais, que le couple fusionnel frère-sœur commence à se fendiller. Marguerite comprend très bien que cette répression est beaucoup trop sévère, beaucoup trop cruelle. Le pape lui-même écrira à François Ier de modérer sa répression, et 1 an après, certains exilés pourront rentrer en France. Voyez. Et voilà, là, je vous dis, cette première, il ne faut pas dire scission ni rupture, il ne peut pas y avoir de rupture entre le frère et la sœur, mais il y a un recul de la part de Marguerite, et elle va tenir rigueur à son frère. Et alors quelque chose est très révélateur. Tout à l'heure, je vous ai dit plus de 100 lettres entre Briçonnet et elle. Et là, avec son frère, ils s'écrivaient tout le temps. Bon, aussi. Eh bien, ils ne s'écrivent plus. Pendant 6 mois, aucun échange de correspondance de Marguerite à son frère, qui est un signe probant de son désaccord. En 40, voilà, quelque temps après, Jeanne, sa fille, Jeanne d'Albret, épouse le duc de Clèves. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je le cite, pourquoi ? Parce que Marguerite était très opposée à ce mariage, comme elle sera opposée d'ailleurs avec le second mariage de Jeanne avec Antoine de Bourbon. Mais c'est une autre affaire. En 1545, donc 10 ans après l'affaire des placards, c'était 34, souvenez-vous, la même affaire dont on ne parle pas toujours et qu'il faut absolument réveiller, c'est l'affaire de Mérindol, dans le Midi, dans le sud-est, où c'est encore la conséquence de l'affaire des placards, et où on va brûler hommes, femmes, enfants, villages, maisons, enfin voilà. Et là aussi, Marguerite est totalement opposée à cette affaire, et figurez-vous qu'elle va avoir un comportement, je dirais, symbolique. Un messager à Pau vient lui raconter ce qui s'est passé à Mérindol. Elle va l'obliger à rester à genoux 1 heure. Et elle, en pleurant, en apprenant ce qui s'était passé à Mérindol. Vous voyez, elle se rend très bien compte de l'importance. C'est pas parce qu'elle a cette quête spirituelle, parce qu'elle comprend aussi tout ce qui pouvait se passer en politique et en religion autour de ces affaires de réforme. En 1947, François Ier meurt. C'est là qu'elle oublie tout. Elle oublie les erreurs, elle oublie les trahisons, elle oublie, tant pis, le frère est mort, et elle va énormément souffrir de la mort de son frère. Et alors, que fait-elle ? Mais elle le fait déjà depuis longtemps. Elle écrit. Elle va beaucoup écrire. Par exemple, Le miroir de l'âme pécheresse. Vous vous souvenez ? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Lui, il date de 1527, vous voyez. Donc, elle avait commencé à écrire depuis longtemps. Et elle l'a défini comme l'examen de conscience d'une âme pécheresse. L'examen de conscience d'une âme pécheresse qui a besoin de Bible, de mysticisme, d'une quête spirituelle non aboutie au cénacle de mots. Voyez comment elle le définira. Il a été édité à Alençon, vous vous souvenez, à Alençon, on en a suffisamment parlé, et puis il a été réédité plusieurs fois, et on retrouve là Henri VIII, ou plutôt sa dernière épouse. Vous vous souvenez du nom de la dernière épouse de Henri VIII ? Catherine Parr. Et pourquoi je cite Catherine Parr ? Parce que sa cousine, la jeune future Élisabeth Ier, va traduire en anglais Le miroir de l'âme pécheresse pour Catherine Parr, la dernière épouse
de Henri VIII. C'est dire que l'importance qu'avaient ces écrits, qu'avaient ces livres, qui voyageaient en France, en Angleterre, en Allemagne, et voilà. Et puis, alors Augereau, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait été son éditeur, son libraire-éditeur, lui a été pendu précisément en 1934 avec l'affaire des placards. Mais elle n'écrit pas que des... elle est très connue pour l'œuvre poétique. Sans doute, vous souvenez-vous, elle est d'ailleurs plus connue pour l'œuvre littéraire que pour tout ce que je vous ai dit en politique et religion. Parce qu'on oublie que précisément dans son œuvre littéraire, c'est précisément tout son aspect spirituel qui domine. Alors, elle a écrit un théâtre profane, elle a écrit évidemment l'Heptaméron, ça vous savez sans doute, l'Heptaméron qui date de 1548, mais elle avait aussi écrit, et là tout le monde connaît, parce que le mot Marguerite revient, les Marguerites de la Marguerite des princesses, en 1547. Voilà, qui devait avoir 2 volumes. Et puis, elle a aussi écrit des sonnets, elle a toujours écrit. Alors, quand on se demande où écrivait-elle, on répond toujours partout. Elle écrivait partout, ou elle dictait. Elle dictait en coche. Le coche, c'est une sorte de fiacre. Elle dictait en coche et puis quelqu'un en face d'elle écrivait. On ne me demandait pas comment ça tenait sur les genoux avec l'encrier et les plumes, je ne sais pas. En tous les cas, on le sait, c'est écrit. Voilà. Et puis, elle a beaucoup écrit à Pau et à Nérac, surtout à Nérac. Elle aimait beaucoup Nérac. Et puis, elle voulait écrire d'autres livres, mais elle meurt en 1549, le 21 décembre. Elle meurt et elle est enterrée à l'Escar, l'église de l'Escar. Et si vous y allez, dans l'église, vous avez la pierre tombale des rois de Navarre. Et Henri II d'Albret, qui mourra en 1555, sera aussi enterré près d'elle dans le même endroit. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Nicole Vray nous raconte Marguerite de Navarre. Alors, ce que je voulais dire en évoquant rapidement, et les éléments essentiels, je le souhaite, de Marguerite de Navarre, c'est que, vous voyez, elle a fait partie de ces femmes, encore une fois courageuses, de grandes personnalités, de beaux caractères, prêtes à aller jusqu'au bout, parce que souvent on m'a dit « Ah oui, bien sûr, mais toutes ces princesses ne craignaient rien. » Mais au contraire, elles craignaient autant, voire davantage. Pourquoi ? Parce qu'elles sont princesses. Et elle sera reine de Navarre. Ça veut dire qu'elles ont un rôle, elles ont un rang à tenir. Et quand elles ne le tiennent pas, elles risquent au mieux la prison, au pire la mort. Renée de France sera passible de l'Inquisition. Vous voyez ? Donc, oublions que le fait d'être princesse ou reine les protégeait. Pas du tout. Elle a été protégée peut-être par l'amour de son frère qui adorait sa sœur et qui n'aurait pas touché un cheveu de sa tête, sans doute parce qu'elle est partie. Elle a quitté la cour. Nérac, la Navarre, c'est loin, on est loin. Il faut des semaines en coche. Donc, elle n'est pas oubliée, de loin pas, mais elle est loin de la cour. Voilà. Et aussi, elle a été suffisamment... Mais c'est pas du tout de l'inintelligence ou du machiavélisme, mais elle était très attachée à l'Église catholique. Et quand on dit Marguerite de Navarre, proche de la Réforme, toujours tendance à mettre un petit bémol, parce que elle a compris les enjeux de la Réforme. Elle a compris, et elle sait depuis longtemps, mais comme des wagons de gens dans le royaume, le besoin de réforme de l'Église catholique. Depuis le XIIe siècle, on attend des réformes. On est au XVIe. Bon, donc c'est pas nouveau. Donc on le sait. Donc là, elle fait pas preuve de... Elle n'est pas exceptionnelle en disant il faut des réformes. D'une part, elle n'est pas exceptionnelle en disant il faut des réformes de l'Église catholique, et d'autre part, il y a aussi des wagons de gens qui comprennent les enjeux de la réforme et qui se disent il y a peut-être quelque chose à comprendre dans ce mouvement qui est dérangeant, qui est... Voilà, mais que peut-on y prendre ? Mais en tous les cas, elle ne quittera jamais l'Église catholique.
Parce que, voyez-vous, elle, comme Renée de France, comme d'autres avec elle, ce ne sont pas des théologiennes, ce sont des humanistes. Donc elles comprennent les enjeux, elles comprennent les textes, elles comprennent le pourquoi, elles vont essayer des comment, mais ce ne sont pas des théologiennes. Elles ne vont pas faire du Luther, vous voyez, elles ne vont pas faire du Calvin, elles ne vont pas débattre du sacerdoce universel, mais elle va quand même prôner la lecture en langue vernaculaire, elle va prôner l'enseignement des 4 évangélistes, elle va prôner la traduction des Bibles, mais elle reste ça n'est pas réducteur, mais c'est ce niveau. Et surtout, sa fille, je vous l'ai dit, c'est Jeanne d'Albret. Jeanne d'Albret sera la mère d'Henri IV. Vous vous souvenez de ça? Et Henri IV, on l'oublie, on ne le sait pas, on a oublié, a une petite sœur, dont on parlera ici un jour, qui s'appelle Catherine, s'appelle toute Catherine. Catherine de Bourbon. Autrement dit, vous avez les 3 générations. Marguerite de Navarre, Jeanne d'Albret, Catherine de Bourbon, Catherine et Henri IV. Pourquoi je cite ces 3 générations? Parce que Marguerite de Navarre fait partie de ce que je me permets d'appeler les convaincus. Elles sont, toutes ces femmes avec elles, sont convaincues qu'il faut agir, qu'il faut écrire, il faut faire bouger les lignes. Leurs filles seront converties, parce qu'elles ne se sont pas converties. Les filles seront converties. Jeanne d'Albret se convertit à Noël 1560 à Pau, publiquement, officiellement. Voilà. Ça fait une affaire extraordinaire d'ailleurs, mais elles prennent ce risque. Et leurs filles, assez converties, seront ce qu'on appellera plus tard les résistantes. Vous voyez, on a avec Marguerite de Navarre le début de cette suite de générations qui font que ces femmes, avec les hommes, mais ces femmes sont... Parce que j'aime pas beaucoup quand on me dit vous parlez des femmes et les hommes. Mais on ne cesse de parler des hommes, évidemment. On n'a pas un groupe monolithique, les femmes ou les hommes. Non, ils sont tous ensemble. Ils se battent et ils échangent et ils partagent ou pas. Voilà. Et donc, ce qui me ferait plaisir en vous quittant, c'est que vous vous souveniez que précisément Marguerite de Navarre a été de ces femmes très courageuses quand même, et je le répète, parce qu'elles risquaient leur vie, qui ont tout compris, qui ont essayé encore une fois de faire bouger les lignes, qui l'ont fait comme elles l'ont pu, mais qui seront suivies. Et c'est là leur force, parce qu'elles ont transmis cette force et cette culture à leurs filles, qui elles-mêmes le transmettront à leurs petites filles. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez une question ou deux, la connaissiez-vous? Un petit peu. Un petit peu. Deux noms. Quel nom d'ailleurs? Mais n'est-ce pas que c'est une fille assez exceptionnelle, parce que vraiment elle a tout compris. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui était très bon et très généreux, et elle aurait pu rompre avec son frère. Elle aurait pu. Elle n'a jamais fait. Elle a frôlé, mais elle l'a pas fait. Et quand il meurt, elle pardonne tout. C'est quelqu'un qui pardonne, Marguerite. J'ai oublié de dire, oui, pourtant je vous l'ai dit, qu'elle était toujours en noir à la fin de sa vie. Parce qu'elle a eu Jeanne d'Albret, ok. Et puis elle a eu après un petit Jean. Et ce petit Jean est mort, très jeune. Elle ne s'en est jamais remise. Jamais. Et c'est elle qui a fait graver partout, vous savez, le verset de l'Ancien Testament. Dieu l'a donné, Dieu l'a ôté, Dieu soit béni. Et de ce jour, elle a été en noir. Parce que jusqu'à présent, qui était en noir du jour du deuil jusqu'à la fin de leur mort? C'était les veuves. Vous savez, avec le bonnet de veuve, le voile, on les connaît tous. Les Catherine de Médicis, elles ont toutes le même bonnet. Et elle, non. Pourtant, elle avait été veuve de Charles d'Alençon. Non, c'est pour son fils. Écoutez, merci d'être venu, d'avoir prêté attention à ma belle Marguerite. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Suite à une demande du public, Nicole Vray parle de François Ier. Du point de vue culture, humanisme. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Nicole Vray nous raconte Marguerite de Navarre. Architecture, se rendre compte des arts. Très bien, rien à dire.
En politique, non. Il a fait des gaffes monumentales qui sont sues maintenant. Bien sûr, il était temps. On le dit. Mais Marignan avait occulté les autres erreurs. C'est ça qui est intéressant. Marignan était j'ai envie de dire le faire-valoir, alors que pas du tout, merci les Vénitiens. Et la preuve, Pavie. Et puis l'affaire des placards, et puis Mérindole. Et j'ai oublié le camp du drap d'or, Et j'ai oublié quand il a voulu être empereur du Saint-Empire romain germanique. Il n'y est pas arrivé. Le pauvre, c'est pas de sa faute, il n'a pas assez payé. Il fallait payer plus. Charles Quint a donné ce qu'il a fallu, et Charles Quint a emprunté aux fougueurs de l'époque, la banque Fougueur. N'empêche, il l'a pas eu. Mais, chose intéressante, l'histoire des couronnes. Tout travaillé en histoire. J'ai travaillé l'histoire des couronnes. Jusqu'à François Ier, la couronne est ouverte. C'est-à-dire le cercle, enfin ouverte. François Ier, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend, à partir de François Ier, couronne fermée. Pourquoi? Parce que c'était la couronne des empereurs. Il n'a pas été empereur, et il aura quand même la couronne. Non, mais c'est vrai, regardez les images. Alors ça c'est de l'archéologie et de l'image, c'est de l'iconographie. Vous regardez les couronnes avant, les couronnes après, c'est François Ier qui instaure la couronne fermée. Parce que c'est la couronne de l'Empire. Nul n'est parfait, hein. Mais tout de même, pour l'histoire de France, voyez, des faits comme Pavie ou des faits comme le Cénacle de Meaux ou le Concordat de Bologne. Le Concordat de Bologne, il va durer jusqu'à quand? C'est terrible. Il dure jusqu'en 1801, avec le Concordat de Bonaparte. Pas Napoléon, il est encore Bonaparte. De Bonaparte. Deuxième et dernier, donc second Concordat, puisqu'après c'est 1905, il n'y en a plus. Vous voyez, donc il a quand même engagé, il a induit des faits politiques qui n'étaient pas toujours à la gloire de la France, du royaume de France. Je vous ai déçu peut-être pour François Ier. Je suis désolée, plus de questions. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Suite à une demande du public, Nicole Vray nous parle maintenant de René de France. Alors, René de France, j'en ai fait un bouquin si vous voulez, voilà, bon. Et voilà, donc René de France est la petite sœur. Or, Anne de Bretagne a eu des tonnes d'enfants, ils sont tous morts. Et la peur de Louise de Savoie, voilà, c'était qu'elle ait un garçon. Et ça aurait empêché son François de monter sur le trône. Et quand Anne de Bretagne meurt en janvier 14, Louise est contente, ouf, voilà. Mais non, il se remarie. Louis XII va se remarier en octobre avec la sœur d'Henri VIII, d'ailleurs, pour avoir un héritier mâle. Alors la peur. Et puis bon, tout va bien, si j'ose dire. Il meurt le 1er janvier 1515. Bon, voilà. Et l'année d'avant, François d'Angoulême avait épousé Claude de France. Alors pourquoi c'est grave? Claude de France, elle est timide, elle est fragile, elle est toujours en retrait, elle est malade, elle meurt jeune. Elle meurt après 6 ou 8 couches, je ne sais plus, voilà. Bon, elle a 25 ans ou 26 ans. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que elle ne bouge pas, et elle ne peut pas, d'ailleurs aurait-elle compris, quand François Ier va spolier, le mot n'est pas fort, va spolier René de France, c'est-à-dire sa petite belle-sœur, mais qui a 4 ans, du duché de Bretagne. Comment? Par le contrat de mariage entre Anne de Bretagne et Louis XII, je dis bien. Ce contrat de mariage dit que ce sera, c'est comme ça, on a le texte, ce sera le deuxième enfant, mâle ou femelle, c'est écrit, qui héritera du duché de Bretagne à la mort de la duchesse de Bretagne. Le deuxième enfant femelle, c'est René. Tout le monde le sait. Et François, en épousant Claude de France, dit « Le duché de Bretagne est à moi, puisque j'épouse Claude de France. » On est en 1514. Et on me dit « Ah, mais c'est 1532. » Oui, bien sûr. La ratification définitive, elle est en 1532. Mais la prise, sans guillemets, du duché de Bretagne par François Ier, il n'est pas encore François Ier, on est en 14, date de là. Et René de France, par la suite, va épouser Hercule d'Este, un bel Italien, superbe. Elle part à Ferrare,
Elle va vivre à Ferrare. Quand il meurt, elle rentre en France. Et avec sa fille Anne d'Este, qui aura épousé le duc de Guise d'ailleurs, Anne, qui est très procédurière et qui connaît son droit sur le bout des doigts, va faire un procès au roi pour récupérer le duché. Elles n'y arriveront pas. Ça va jusque-là. Alors Renée de France, elle, c'est comme Marguerite, rester catholique jusqu'au bout, mais ayant compris les enjeux de la réforme et ayant essayé de vivre selon l'évangélisation, comme on disait, de l'époque. Et elle sera enterrée à la huguenote, c'est-à-dire sans rien. Merci de me faire évoquer Renée de France, qu'on oublie, et qui a eu un rôle pendant surtout la Seconde Guerre de religion, un rôle très important. Elle sauvait tout le monde, catholique, protestant, elle sauvait tout le monde. À ses risques et périls, bien entendu. C'est elle qui a subi l'Inquisition en Italie. Elle aurait pu en mourir. Et elle s'en est sortie. Pourquoi? Alors Calvin a été très très dur et très sévère. Elle s'en est sortie parce qu'on lui enlevait tout. Ses bijoux et ses biens et ses terres, ça lui était égal. Mais on lui enlevait ses enfants. Et on lui disait, allez à la messe et vous retrouverez les enfants, vos biens, tout ça. Bon. Et elle a fini par céder. Elle est allée à la messe pour les enfants. Et Calvin a écrit, on a la lettre. Il se serait excusé, entre guillemets, beaucoup plus tard. Calvin a écrit, avec ces gens-là, on sait bien à quoi il faut s'attendre. Genre, ils trahissent. Mais il se reprendra. Mais tout de même, il a écrit ça. Vous venez d'entendre une conférence donnée par Nicole Vray au Temple protestant de Nantes le 16 janvier 2021 sur Marguerite de Navarre. Au XVIe siècle, Marguerite de Navarre a été des premières qui ouvraient pour les femmes la voie de la liberté, de conscience, de parole et d'écriture. Nicole Vray, historienne, est membre de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen et de l'Académie de Nîmes. Auteure de nombreux ouvrages d'histoire moderne et de l'Antiquité, elle a publié en 2020 Bernard Palissy, Le feu intérieur, aux éditions Ampélos. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radiofidélité.fr. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.